And the first point I want to get over to you is that the world is not like that at all, or let us be more polite. The world in which I live is not like that at all. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Proposée par l'Obs et Rue de l'Échiquier, cette conférence aborde une question sensible. Peut-on être un carnivore éthique ? Bonne écoute. Merci beaucoup d'être présent. Je suis Thomas Bou des éditions Rue de l'Échiquier. J'ai effectivement l'honneur de vous présenter le numéro 1 de la revue En Mutation, qui est une idée d'Emmanuel Vibert, à ma gauche, journaliste, qui a eu envie de proposer cette collection de revues qui crée du débat autour de sujets clivants. Je voulais surtout remercier l'équipe de Rue de l'Échiquier, évidemment, qui a mis la main à la pâte à cette revue. Je voulais aussi remercier l'Obs, qui immédiatement, avec Arnaud, Morgane, Bertrand, ont pris immédiatement la balle au bon. L'enthousiasme de Dominique Nora d'abord, de Cécile Prieur, ensuite directrice de la rédaction, et de Grégoire de Vessières, président du directoire de l'Obs, ont joué un rôle tout à fait majeur dans le fait que ce projet enfanté à un moment finalement un peu compliqué de notre histoire à tous, puisque la crise sanitaire ne nous a pas épargnés durant la phase d'élaboration, a quand même pu voir le jour. Je laisse la parole à Emmanuel qui, en quelques minutes, va vous expliquer ce que nous avons voulu faire avec cette revue. Bonsoir à tous, moi je suis très heureuse de vous accueillir et d'être là et de vous voir aussi. L'idée de base, c'était d'aller explorer tous les gens qui sont en train d'agir sur les divers sujets qui nous touchent au quotidien. Je crois qu'on a aussi de la chance de vivre cette époque. Je dis aussi parce qu'il ne s'agit pas de nier que c'est une époque très compliquée et tragique et qu'on a des gros problèmes à affronter. Mais c'est aussi une époque hyper créative avec plein de gens dont on a un superbe échantillon là ce soir qui mettent les mains dans la pâte, essaient d'avancer en respectant leurs convictions et de les transformer en action. Voilà. Ça, c'était vraiment l'idée de base. C'était d'aller voir ces gens-là et de raconter ce qu'ils font dans toute la complexité de leur action. Ça, c'était vraiment le truc important. Et la deuxième chose importante, c'est de montrer qu'il y a rarement, voire jamais, une solution unique à une question et un point de vue unique. Et qu'on peut apprendre à se parler, essayer, on va voir, là, même si on n'est pas d'accord et même si on n'a pas le même sens de l'action, et voilà. Et qu'on a besoin, je crois, de tout un ensemble d'actions très différentes pour avancer. Voilà, je laisse la parole à Arnaud Gonzague, qui est donc rédacteur en chef adjoint à l'Obs. Adjoint, c'est important. Adjoint est important quand même. Mais rédacteur en chef quand même, qui va animer ce débat. Voilà, je vais essayer de faire circuler la parole. Alors effectivement, vous voyez sur le tableau, peut-on être un carnivore éthique ? Ça ressemble presque à un sujet du bac, philo. Carnivore éthique, qu'est-ce qu'on entend par là quand on accole ces deux mots ? Ce qu'on a voulu dire, c'est est-ce qu'il est possible de continuer à manger de la viande tout en respectant sa santé, les écosystèmes et le bien-être animal ? Alors, on sait que le sujet est clivant, Emmanuel l'a dit, passionnant, passionnel. On va essayer d'organiser une discussion sereine, apaisée, de s'écouter les uns les autres sur ce sujet. On ne sera pas tous d'accord parce qu'on n'a pas tous la même philosophie. Certains pensent que carnivore éthique, ça ne peut pas aller ensemble. D'autres pensent que c'est naturel. La volonté d'En Mutation, c'est aussi de trouver des points communs, des points de ralliement entre les gens qui a priori, ne travaillent pas tout à fait dans le même sens. Mais d'abord, pour commencer à poser sur cette question, je vais donc présenter le panel qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir. Émilie Janin, d'abord, tout de jaune vêtue, ici, qui est donc éleveuse de bovins et fondatrice de l'abattoir mobile Le Bœuf Éthique. Vous nous expliquerez ce que c'est que le Bœuf Éthique. Charles Guiriec, qui est ici, fondateur de l'entreprise Poiscaille. Vous allez nous expliquer ce que c'est aussi. Et ici, Aurélia Vincent Blairon, qui est donc membre de l'association de défense de la cause animale, L214, bien connue. Pour commencer, on va donc répondre à la question de ce soir. Qu'est-ce que c'est être carnivore éthique ? Émilie, peut-être je vais vous laisser la parole en premier. Peut-être pour expliquer un petit peu ce que ça signifie pour vous être carnivore éthique, présenter le bœuf éthique, puisqu'il y a éthique dans le bœuf éthique. Qu'est-ce que c'est le bœuf éthique ?
Bonsoir à tous. Donc oui, moi je suis éleveuse effectivement en Bourgogne et depuis 5 ans maintenant je travaille sur un projet d'abattoir mobile qui s'appelle le bœuf éthique. Alors, effectivement, dans le mot, il y a, dans le nom de notre entreprise même, il y a éthique, ce qui a tout de suite provoqué des réactions d'urticaire chez certaines personnes. Mais il n'empêche que j'assume, en fait, effectivement, quand on est éleveur, alors particulièrement en Bourgogne, mais aussi dans l'Auvergne, dans certaines régions de montagne, en fait, on est éleveur notamment parce qu'on a des surfaces qui sont souvent très pentues, qui sont inaccessibles, inexploitables en tracteur et qui sont recouvertes d'herbage, de prairies naturelles, d'estives, etc. Et on n'a rien trouvé de mieux que des herbivores pour valoriser des ressources fourragères. Enfin, nous, on a beau essayer, on n'a pas le système digestif qui est adapté, alors que eux, oui, ils ont une digestion les polygastriques qui fait qu'en fait, ils sont capables de valoriser de la cellulose, de la lignine, ce que nous ne pouvons pas faire. Donc tout ça pour dire qu'il y a tout un tas de régions en France, comme celle où j'habite, la Bourgogne, etc., où malheureusement, sur ces zones très vallonnées, qu'on appelle nous des petites montagnes, il n'y a que de l'herbe naturelle qui pousse et les vaches qui vont les valoriser. Donc cet élevage, oui, il peut être mené d'une certaine manière à respecter l'écosystème dans lequel il s'intègre. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a sur notre ferme, la ferme de Linières à Berizeau, on a la plus grande colonie d'hirondelles de fenêtres parce qu'on élève sans pesticides, sans produits chimiques depuis déjà de très très longues années, ce qui veut dire donc tout l'écosystème qui est lié aussi à la décomposition des matières organiques créées par les animaux, etc., font vivre tout un tas d'insectes, tout un tas d'oiseaux, tout un tas de chauves-souris, et que c'est tout cet écosystème qui est aussi permis grâce à l'élevage. Et pourquoi l'abattoir mobile s'appelle Voilà. Mobile, ça veut dire qu'il se déplace, peut-être pour les gens. Mobile, c'est que les abattoirs, habituellement, ce sont des lieux fixes dans lesquels on amène les bêtes. Là, votre nouveauté, l'innovation, c'est que c'est l'abattoir qui va aux bêtes. Voilà. Alors, dit comme ça, on se dit, oui, où se trouve l'éthique ? Après tout, c'est une question de déplacement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est si important ? Ouais, j'allais y venir. C'était justement ça. C'était que, effectivement, nous, éleveurs, comme beaucoup de mangeurs de viande, se sont retrouvés choqués des vidéos qu'on a pu voir, qui étaient effectivement extrêmement choquantes. Et la réflexion qu'on a pu se faire en regardant un peu ce qui s'est passé au niveau du maillage territorial sur les abattoirs, etc., c'est qu'il y a eu une concentration énorme d'abattoirs dans certaines zones de France, principalement la Bretagne, Pays de la Loire, etc., là où on a fait des unités de production industrielle, de production animale, et non plus des élevages, puisqu'on met des milliers de porcs, de poulets, etc., dans des bâtiments, et on les coupe de ce lien au sol qu'ils ont tous normalement. Et donc l'idée, c'était comment on fait pour permettre de mettre à mort des animaux qu'on élève en respectant leur cycle de vie à eux et en respectant le milieu naturel dans lequel ils peuvent évoluer. Comment on fait pour les abattre avec une façon qui soit un petit peu moins atroce que ce qu'on a pu voir dans les vidéos L214. Et il existait un abattoir mobile en Suède que j'ai visité, et en rentrant il y a 5 ans, j'ai dit il faut qu'on le fasse en France parce que effectivement, oui, certaines personnes, on va continuer à manger des animaux, et oui, on va le faire parce que, on adore ça, la viande, c'est quand même délicieux, et toutes les recettes végétales qui s'appellent steak, végétaux, etc., c'est bien la preuve qu'il y a quand même besoin de retrouver quand même une appellation qui rappelle une petite Madeleine de Proust. Enfin bon, bref, voilà, il y a des gens qui vont continuer de manger de la viande, et pour autant, comment on peut le faire d'une façon à être... à sortir de ce système assez horrible qui est d'envoyer des animaux, de leur faire traverser la France dans des camions de façon entassée, sans forcément de nourriture, d'abreuvement, etc. Et après, arriver dans des abattoirs où c'est le travail à la chaîne. Elles sont complètement perdues, les bêtes. C'est-à-dire, en plus, elles ne savent plus où elles sont. Les bêtes sont perdues, mais les hommes qui travaillent dedans sont guère mieux non plus. Enfin, il y a eu plein de journalistes qui sont introduits dans des abattoirs aussi pour faire des enquêtes, des documentaires, des livres, etc. Et on a tous vu que c'était une horreur de travailler dans ce système-là, parce qu'en fait, c'est des systèmes où on broie l'humain, on broie la machine, et on s'en fiche de ce que ça fait pourvu que ça fasse des profits. Donc là, c'était comment on fait pour continuer à le faire, mais d'une autre manière, en mettant juste en avant l'envie de bien faire les choses. Sur le fond, qu'est-ce que ça change que l'abattoir aille aux bêtes et que les bêtes n'aillent plus à l'abattoir ? Parce qu'encore une fois, ça a l'air subtil comme ça. Qu'est-ce que ça change pour les bêtes ? Alors, les bovins, par exemple, c'est des animaux très très grégaires. Donc jusqu'au dernier moment, ils vont rester au milieu de leurs congénères. Ce qui va déjà les rassurer. Ils ne vont pas être mélangés à d'autres animaux. Ils n'ont pas besoin du coup de remettre en place une organisation hiérarchique avec leurs voisins, donc pas de se battre, voilà. Ils vont pas être manipulés par des étrangers pour les monter en camion, les décharger, les remonter, etc. Ils vont pas avoir à subir donc voilà.
Bon, imaginez, vous partez là pour aller à Marseille. Vous partez donc soit en train, c'est plutôt confortable, ou en voiture, mais c'est quand même fatigant, quoi. Elles sont dans des bétaillères, debout, plus ou moins serrées, et il faut rester debout, donc mobiliser de l'énergie rien que pour rester debout et pas se casser la figure sur les voisines, etc. Voilà, c'est pas de tout repos. Donc il y a tout ce stress qu'on va éliminer. Ensuite, il y a le stress de rentrer dans un endroit nouveau. Les bovins donc, sont des animaux grégaires, j'ai déjà dit, mais des animaux qui se repèrent beaucoup plus à l'odeur que nous. Nous, on utilise assez peu notre odorat, en fait, l'homme. Mais eux, oui. Et donc, du coup, d'arriver dans un endroit nouveau avec une odeur nouvelle, ça va déjà générer du stress. Donc, il y a tout le stress ensuite de l'abattoir, de ces odeurs, de ces bruits métalliques, de ces manipulations de gens qu'ils ne connaissent pas et de ces cadences infernales qu'on va leur mettre. Voilà. Donc, concrètement, si on doit décrire comment ça se passe dans l'abattoir mobile, comment ça se passe ? Vous accompagnez la bête comment ça se passe ? Oui, concrètement, c'est plusieurs camions qui se déplacent dans une même ferme. Une journée de travail, c'est une ferme différente. Et donc voilà, il y a toute une installation à faire de ces camions bien précis sur la ferme. Il y a un vétérinaire sanitaire qui est envoyé par les services de l'État, qui vient sur place. Et ensuite, quand toute l'équipe des abatteurs et le vétérinaire est prêt, l'éleveur va aller chercher l'animal qui est avec ses collègues, enfin ses congénères. Il les sort du lot et entre le moment où il sort son animal du lot et qu'il est assommé dans l'abattoir, il va se passer maximum 1 minute. Donc l'animal sort de son troupeau pendant 1 minute et puis il est assommé, il n'a pas le temps de réaliser là où il est. Très bien. Voilà. Et c'est l'éleveur qui manipule ces animaux. Et puis c'est pas parce que ça se fait dans une ferme que c'est fait à la one again n'importe comment. Non, on a un établissement, agréé par les services de l'État et on a des vétérinaires sanitaires qui sont là tous les jours quand on travaille. Tout à l'heure, je suis partie de Bourgogne, où ils étaient en train de travailler sur une ferme et voilà, j'ai discuté, échangé avec le vétérinaire sanitaire et mes équipes. Et puis demain, voilà, on ne peut pas travailler en fait sans qu'on ait les services de contrôle de l'État qui soient présents. Donc voilà. Charles Guériec, déjà expliquez-nous en quoi, à travers votre entreprise Poiscaille, vous avez l'impression de contribuer à cette idée de carnivore éthique. Qu'est-ce que c'est Poiscaille ? Comment ça marche ? Ça fait beaucoup de questions d'un coup là. Je pense que sur le poisson, on n'a pas forcément la même problématique ou question qui est posée. En gros, la souffrance des poissons, je pense que ça parle pas à grand monde. Enfin, c'est pas un sujet qui est mis en avant. Les poissons, ils agonisent sur un pont et ça choque personne. Enfin, moi, personnellement, ça me fait un peu mal quand je... Pourquoi ils agonisent sur un pont Parce qu'on les sort de l'eau et on les met dans l'air. Donc à un moment, ils ne peuvent pas respirer aussi bien que normalement quand ils sont dans l'eau où leurs branchies sont vraiment en contact avec une grande surface, quoi. Et ça, effectivement, ça choque pas grand monde. Ou sinon, ils meurent dans un filet parce qu'ils peuvent plus se déplacer bloqués par un engin de pêche. Après... moi, c'est quelque chose, je pêche des animaux, des poissons depuis que je suis tout petit, donc j'en ai tué plein de manière un peu sale. Maintenant, je les tue de manière beaucoup plus propre, donc dès que j'attrape un poisson, je le tue immédiatement, je ne le laisse pas agoniser dans un seau ou dans un truc où en fait il va mourir hyper vite. Et ça, il y a de plus en plus de pêcheurs, même amateurs, qui le font. Après, en fait, le truc que moi je me dis, c'est que les poissons, en fait, ils vivent plutôt heureux par rapport à un animal, si on considère que quand il est élevé, il est malheureux. Ils vivent leur vie. Bon, ils subissent nos stress parce qu'il y a des bateaux qui leur passent, on leur balance des polluants dans l'eau. Enfin bon, mais ils vivent une vie dans un milieu relativement naturel. Et si on fait le ratio entre le temps qu'ils passent à souffrir de notre action, c'est-à-dire le temps de pêche où ils meurent, c'est-à-dire quelques minutes à quelques heures, par rapport à leur vie qui dure plusieurs mois, plusieurs années, en gros, leur malheur, il est relativement court, quoi, parce qu'ils meurent assez vite par rapport à leur temps de vie. Enfin, moi, je me rassure un peu avec ça, où je me dis, pourquoi pas, puis surtout, c'est un sujet qui ne me pose pas de problème. Par contre, à la pêche, il y a d'autres problématiques. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que Poiscaille d'abord ? Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache exactement ce que c'est. Là, on a l'impression que vous êtes un pêcheur pour l'instant, mais ce n'est pas tout à fait ça. Poiscaille, en fait, c'est comme un panier de légumes avec du poisson. Donc, en gros, on a voulu reprendre ce principe qu'on voyait sur les légumes, amas, ruches et tout ça. Donc, aujourd'hui, Poiscaille, c'est une société. Donc, on achète aux pêcheurs pour vendre aux consommateurs du poisson. Et on dit qu'on est frais, durable et éthique. Comme tous les gens qui vendent du poisson. Personne ne vous dira le contraire quand il va vous vendre du poisson. Mais on est des ingénieurs agro. En plus d'être fans de pêche, on est un peu techniciens dans l'âme. Donc on a voulu objectiver ces valeurs que tout le monde met en avant en noyant souvent le poisson, c'est le cas de le dire. En vous disant, oui, on veut que nos enfants mangent du poisson plus tard, la terre leur appartient, etc. Sauf qu'en fait, demain, on va vous vendre
un truc produit dans des conditions qui ne contribuent pas du tout à cette envie, quoi. Donc nous, on a dit, voilà, on va vous promettre par rapport à ces valeurs des critères hyper objectifs. Le plus gros critère, c'est la durabilité. C'est de vous dire, OK, quand vous achetez du poisson chez Poiscaille, il a été pêché uniquement par des bateaux qui font 12 mètres maximum, ce qui est une petite taille, qui a été pêché uniquement avec des techniques dites douces, donc de la ligne, du casier, pêche à pied, pêche en plongée, pêche au filet droit ou au filet de trémaille. Pas de chalut, pas de drague chez Poiscaille. Donc ça fait qu'il y a certains produits qu'on ne va pas trouver chez Poiscaille. Vous ne trouverez pas de saumon. Il est élevé, déjà ça ne nous va pas, et en Norvège, donc ça nous va encore moins. Pourquoi la Norvège ? Qu'est-ce que vous avez contre la Norvège ? C'est quoi le problème ? J'ai rien contre la Norvège. L'élevage de Norvège, dites-nous. Mais alors c'est un saumon qui est élevé. Donc toute sa vie, il l'a passé dans une cage à tourner. On a beau vous dire oui, c'est semi-sauvage, machin, même quand il est en Écosse ou tout ça, il est dans une cage à tourner avec plein de milliers d'autres poissons. Donc c'est pas très fun, je trouve. Et surtout, en fait, pour faire ce kilo de saumon que vous allez manger, il faudra au moins plus de 1 kilo de poisson sauvage qu'on sera allé pêcher que pour faire ça. Donc en gros, vous avez vu passer certainement sur les réseaux sociaux des vidéos de grands chalutiers où on dit qu'ils attrapent plusieurs centaines de tonnes de poissons par jour. C'est la pêche qu'on appelle minotière. Donc minotière pour faire de la farine, comme avec la farine pour faire le pain. Donc en gros, on attrape des poissons par dizaines, centaines de tonnes. On les transforme dans la Manche, on les transforme en farine au Danemark où on ajoute des petits additifs pour pas que ça rancisse quand même parce qu'il y a du gras là-dedans. On envoie ça dans des saumons norvégiens, on leur donne quelques kilos et puis après on fait revenir ce saumon chez nous pour manger du saumon bien gras. On croit manger du saumon d'élevage, on mange du poisson sauvage en fait, indirectement. Voilà. Quoi. Beaucoup de poissons sauvages. Et ce qui est un peu con, c'est que déjà ce serait peut-être plus malin d'aller manger directement ces poissons-là qui sont bons. Typiquement, on pêche du chinchard. Le chinchard, c'est le poisson que les Japonais vénèrent, ils adorent ça. Ils en font des sashimi et tout ça. Nous, en fait, on le paye 5 centimes au pêcheur, on en fait de la farine pour faire des saumons, pour le faire revenir ici. Pas très malin. Et puis, il y a un truc social aussi, de dire, voilà, ça fait le résultat de tout ça, c'est que les côtes de la Manche se dépeuplent de leurs pêcheurs. Alors, c'est bien pour aller faire du kitesurf, de la pêche à la ligne 4 mois dans l'année, mais le reste de l'année, c'est un peu mort. Donc, autant manger directement du chinchard et arrêter de manger des saumons. C'est ça, déjà, ce principe-là. Le deuxième, c'est le problème de l'impact quand même de ces élevages. Donc les saumons, ça fait caca, et quand on les met tous ensemble au même endroit, ça fait beaucoup de caca tout au même endroit. Alors en Norvège, quand on installe un élevage de saumon dans un fjord, avant il y avait rien, quoi. Il y a 2 pingouins, un morse et il n'y a pas de morse en Norvège, mais bon, il y avait personne, quoi. Donc au final, ça crée de l'activité. Tant mieux, les Norvégiens, ils ont choisi de défoncer des fjords pour faire de l'activité, quoi. Nous, on a défoncé des forêts pour faire de l'activité, mais au final, cet élevage, il a un impact et ces fjords-là, en fait, on pourrait éviter d'aller installer des saumons, continuer d'ailleurs à aller pêcher du saumon sauvage si on voulait, parce que sans ces élevages, il n'y aurait pas d'impact sur les saumons sauvages qui prennent des maladies à cause de ces saumons d'élevage. Et nous, manger nos petits chinchards, nos petits lançons et nos petits spras de la Manche tranquille. Donc au final, je préfère cet idéal-là que l'idéal actuel où on fait tourner du poisson un peu dans le vide. Juste pour manger du saumon. Merci. Donc, pas de saumon chez Poiscaille, sauf 2 saumons sauvages par an, mais on se les garde souvent pour nous. Pas de langoustine chez Poiscaille, parce qu'en fait, il y a des bateaux qui font 12 mètres, qui pêchent au chalut malheureusement, mais qui font la langoustine, le petit chalutier breton qu'on voit autour du port. Sauf que cet engin de pêche, il ramène en même temps plein de trucs. Donc, des trop petites langoustines qui sont remises à l'eau, moribondes, on va dire. Il y en a qui survivent, il y en a qui se font manger par les goélands, on ne sait pas trop ce que ça devient vraiment. Des petits poissons qu'on n'a pas vraiment envie de pêcher parce que pareil, trop petits. Et puis des oursins, des étoiles de mer, ça passe sur des algues, des coraux, tout ça. Bon, ça, on s'en fout. Enfin, les gens s'en foutent un peu, ça les choque pas. Sauf qu'en fait, derrière, ça fait un truc qui est vide, quoi. Ça détruit tout. On a tondu le truc. Ça dézingue tout, quoi. Il n'y a pas grand monde derrière. Et je pense que l'impact là sur l'écosystème, il est hyper fort. Donc nous, on bannit ces engins et c'est quand même 70% de la pêche en France, elle est assurée avec ces engins-là. Pareil, la coquille Saint-Jacques, ça y est, la saison a commencé. Vous avez vu les beaux reportages de la coquille Saint-Jacques. C'est pêché avec un gros râteau qu'on fait rentrer dans quand même ça de fond au niveau du sol pour soulever les Saint-Jacques. Et en même temps, on prend des cailloux, mais sous ces cailloux, en fait, il y avait 3 petits vers, un petit crabe à la con. Ils ont l'air anodins, en fait, ils servent à rien a priori, sauf qu'en fait, ils participent à un ensemble, comme tu parlais, des insectes, des hirondelles, qui c'est des choses qu'on aimerait bien voir préservées. Et à côté de ça, quand on fait de la coquille Saint-Jacques, c'est qu'avec des plongeurs, des gens qui plongent au fond, avec leurs petites bouteilles, leurs petites palmes, et ils cueillent Saint-Jacques par Saint-Jacques à la main.
ils disent bonjour aux tacos qui passent. Alors, ça fait un peu folklorique, mais il y a un portrait de pêcheur à Saint-Jacques comme ça en mutation. Exactement. Voilà. Et alors, 2 autres critères qu'on a ajoutés, des sorties à la journée uniquement, parce que beaucoup de marins-pêcheurs partent plusieurs jours en mer, et des histoires d'enfants qui n'ont jamais vu leur père, c'est souvent des hommes qui sont à la pêche, ou de matelots qui disent qu'ils ont 40 ans et ça fait 20 ans qu'ils sont en mer, on a l'impression qu'ils en ont 70. Nous, on en a vu, donc on n'a pas trop envie d'encourager ça. On préfère que les pêcheurs rentrent tous les jours chez eux. Et on se limite à 3 hommes maximum, ou 3 marins maximum, quand on travaille avec des fileyeurs, parce qu'on peut mettre 5 marins sur un fileyeur, mettre 40 km de filet à l'eau, ce qui est énorme. Et on entend sur ces bateaux, quand le temps est calme, vous entendez taper tout le temps, toute la journée. C'est en fait les crustacés dont on arrache les pinces et qu'on éclate avec un marteau. Donc là, voilà comment être un carnivore éthique. Ne pas acheter des pinces de tourteau. C'est des animaux à qui on a arraché les pinces. Au mieux, on les a remis à l'eau. Et au pire, on les a éclatés avec un maillet. C'est un peu dommage parce que dans le tourteau, il y a quand même plein à manger, quoi. Donc autant le manger. Donc avec ces critères-là de durabilité, là, moi je suis convaincu qu'il n'y a pas de doute sur l'impact positif ou non négatif qu'il y a sur ces activités. Combien de clients Poiscaille aujourd'hui ? On a passé la barre des 15 000 abonnés. D'accord. Ça nous permet de travailler avec 150 pêcheurs. Et alors, pour finir sur les 2 autres principes, frais et durables, frais, nous on vous garantit 72 heures max entre la pêche à bord du bateau et la remise au consommateur. On vend beaucoup de poissons frais, mais quand on regarde un peu, il peut avoir entre 3 jours et 3 semaines, et trop souvent entre 2 et 3. Et ça, c'est une espèce de truc présupposé, mais en fait, c'est pas le cas. Et ça rend des espèces pas connues nettement meilleures. Donc le fameux chinchard, quand vous le mettez 3 semaines dans une caisse, ou 2 semaines dans une caisse, puis 1 semaine sur un étal de poissonnier, vous allez goûter, vous allez dire ouais, il m'a dit de manger du chinchard, vous allez dire mais en fait les Japonais ils sont barjots, c'est de la merde, c'est pas bon quoi. Mais en fait c'est bon quand on le mange en rentrant de mer le plus tôt possible. Et il y a plein d'espèces comme ça, et nous on a essayé de faire le circuit logistique le plus court possible. C'est pour ça qu'on propose un système d'inscription où vous dites comme sur un panier de légumes, la semaine prochaine j'en prendrai. On vous permet de décaler, on vous permet d'annuler, mais au moins on est sûr que si un pêcheur il attrape 500 kg de chinchard, il y aura 500 personnes pour le manger derrière. Et il ne sera pas gardé pendant 3 jours derrière. Et sur l'éthique, nous, la partie éthique, c'est plus la façon dont on paye les pêcheurs. En gros, vous avez plein d'espèces qui sont payées, notamment toujours ce chinchard, mais entre 50 centimes et 2 euros. À côté, bar, sol et turbo sont payés entre 15 et 20 euros. Donc en gros, les pêcheurs, ils ont vite fait leur choix. Nous, on travaille avec des pêcheurs qui font des petites quantités. Ils vont tous attraper la même chose. Chez Poiscaille, on continue à payer sol, bar, turbo à 20 euros et on paye le chinchard 5 euros pour les inciter à pêcher ces espèces-là et qu'ils gagnent plus d'argent. On voit aujourd'hui, on a des témoignages des pêcheurs qui sont dans le magazine d'ailleurs, qui disent grâce à vous, je peux me permettre de pêcher moins. Alors, est-ce qu'ils le font à quelle intensité ? On ne sait pas encore. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on est à 15 000. On veut faire 50 000. 50 000 abonnés, ça nous permettrait de travailler avec 500 à 800 pêcheurs. C'est à peu près 20% de la flotte. Et là, on pourra évaluer notre impact réel. Parce que acheter et vendre du poisson, c'est cool, mais c'est franchement, la façon dont on fait, c'est compliqué. Ça gagne pas beaucoup d'argent. Ouais. Pas du tout même. Et donc, nous, on veut être sûr de notre impact avant de continuer à se développer. On est ce qu'on appelle une start-up et ça a des bons côtés pour trouver des sous et grandir vite, mais ça a des mauvais côtés parfois. Oui. Donc, avant de se dire on va passer de 50 000 à 500 000 pour aller ouvrir dans tous les pays du monde, on veut être sûr qu'on ait une solution à la surpêche comme on le croit. Très bien. Merci Charles. Je pose toujours la question, qu'est-ce que ça signifie pour vous, carnivore éthique ? Est-ce que ça existe pour vous à Aurélia ? Aurélia, je le rappelle, vous êtes donc membre de L214, l'association de défense des animaux, dont les images ont horrifié le monde entier et édifié le monde entier, on peut dire. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte de ce qui se passait aussi dans l'élevage industriel. Pour vous, est-ce que carnivore éthique, c'est, comme on dit au bac, philo, c'est un oxymore ou ça vous paraît possible ? Oui, une précision sur L214. Effectivement, on est connu pour nos images d'abattage, nos images d'enquête dans les abattoirs et les élevages en France. On est moins connu pour les solutions aussi qu'on propose. On aura peut-être l'occasion d'y revenir après. Et pour répondre à la question sur le terme carnivore éthique, il y a un correctif que j'aimerais apporter, c'est que l'espèce humaine n'est pas carnivore. En fait, on est omnivore. C'est-à-dire que, contrairement aux carnivores qui ont besoin de chair animale pour leur survie, les omnivores, dont l'espèce humaine fait partie, peuvent manger de tout, mais ne doivent pas nécessairement manger de tout pour être en bonne santé. Et en France, aujourd'hui,
on peut tout à fait être en bonne santé sans manger de viande ou de produits d'origine animale. Donc à partir du moment où on a posé ça, la question c'est est-ce qu'effectivement c'est légitime de continuer à manger de la viande et de tuer des animaux sans nécessité ? Alors là, tout le monde aura une réponse qui lui est toute personnelle. Chez L214, ce qu'on invite à faire, c'est de se placer du point de vue de l'animal. Et si on se place du point de vue de l'animal, ça devient difficile d'apporter une réponse positive à ça, puisqu'on lui prive de sa vie. Donc c'est quand même ce qu'il a de plus cher, alors qu'on pourrait s'en passer. Et par ailleurs, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'au-delà de la question de mettre à mort un animal, notre modèle alimentaire aujourd'hui entraîne d'énormes souffrances pour les animaux d'élevage. Pour information, on tue chaque jour dans les abattoirs français 3 millions d'animaux terrestres. Donc là, je ne parle pas des poissons, juste les animaux terrestres. Et sur ces 3 millions, 80% sont issus d'élevage intensif, ce qui signifie qu'ils n'ont jamais accès à l'extérieur, qui sont entassés dans des densités très élevées. Par exemple, pour les poulets, c'est jusqu'à 22 poulets par mètre carré. C'est énorme. Un poulet pour une feuille A4, hein, c'est ça, c'est ce qu'on dit en général. C'est ça, moins d'une feuille A4. C'est pas beaucoup, hein. Ils subissent aussi des mutilations, ça, quelles que soient les filières, bio ou pas. Donc... Alors, c'est quoi ? Parce qu'on imagine quand même que quand on mange bio, quand on mange du poulet bio, du cochon bio, les conditions sont quand même meilleures. Vous dites bio, d'accord, mais il y a quand même des mutilations. Le mot est fort, c'est quoi les mutilations ? Il y a des mutilations qu'on retrouve dans toutes les filières, comme par exemple la castration des porcelets, la coupe des queues. En fait, les cochons sont tellement entassés qu'on leur coupe la queue quand ils sont petits pour éviter qu'ils se mordent entre eux, enfin, qu'ils se mordent la queue entre eux. Également, ils ont les dents meulées. Chez les poules, ça va être l'épointage du bec par laser, et ça, c'est quelque chose qui est douloureux. On coupe le bec, quoi. On coupe une partie du bec, alors que c'est en fait, les études montrent que les poules éprouvent une sensibilité à ce niveau-là. Donc il y a diverses mutilations en fonction des espèces. Certaines sont encore présentes effectivement dans le bio. Et c'est des animaux qui sont issus de la sélection génétique, en fait, pour avoir une meilleure productivité en fonction de l'espèce. Par exemple, pour les poulets, alors je prends l'exemple souvent des poulets parce que c'est les animaux terrestres qui sont abattus en plus grand nombre. On abat chaque année 800 millions de poulets en France. Et donc les poulets, au bout de 35 jours, ils ont atteint leur poids d'abattage et ils sont tellement lourds que leur squelette ne supporte même plus leur propre poids. Donc ça entraîne des boiteries. Il y en a qui sont même pas assez, qui ne peuvent même pas se déplacer, donc ils vont mourir de faim ou de soif dans les élevages parce qu'ils ne peuvent même pas aller pour s'abreuver ou se nourrir. Ça, c'est les conditions d'élevage, mais ensuite les conditions d'abattage sont pas mieux. On les tue de manière... Dans le bio, hein, on précise. Là, vous parlez de l'abattage en général. Les abattoirs bio, il y a un cahier des charges spécifique, mais qui n'entraîne pas forcément moins de souffrance. Ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que les images épouvantables que L214 montre, ce sont des dysfonctionnements, c'est-à-dire c'est la loi qui n'est pas respectée, ou est-ce que c'est un fonctionnement malheureusement ordinaire d'un abattoir ordinaire ? C'est-à-dire que quand vous pointez les horreurs qu'on voit chez les cochons, les vaches, etc. Est-ce que c'est un cas particulier ? Est-ce que ce sont particuliers ou en tout cas dysfonctionnels ? Peut-être que le dysfonctionnel est très général dans la filière. Je sais pas. Vous avez bien résumé. Effectivement, on nous dit souvent que nos images, ce sont des cas isolés, mais on a produit plus de 100 enquêtes et à chaque fois, on constate les mêmes non-conformités. Effectivement, ce sont des des infractions à la réglementation. Alors soit parce que le matériel est défaillant, soit parce qu'il y a un manque de formation du personnel. Donc effectivement, la réglementation n'est pas respectée et entraîne une souffrance supplémentaire pour les animaux. C'est quelque chose qui est complètement systémique et que nos seules enquêtes, pas seulement nos enquêtes qui en témoignent. En 2016, lorsque Stéphane Le Foll était ministre de l'Agriculture, il y a un audit qui a été produit et qui a révélé que 80% des chaînes d'abattage de boucherie présentaient des non-conformités. Et là encore récemment, un autre rapport de 2019 du ministère de l'Agriculture
conclut que 68% de ces mêmes chaînes d'abattage avaient un score non satisfaisant sur la protection animale. Donc ce qui est il y a non conforme devient un problème conforme, systémique sur effectivement le non-respect de ces réglementations qui sont déjà basses et qui, si elles étaient respectées, pour autant n'entraîneraient pas une absence de souffrance pour les animaux, puisque la mise à mort, les procédés de mise à mort sont violents. Ils sont, on abat les animaux quand ils sont très jeunes. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais pour des questions de rentabilité et de productivité, les animaux sont abattus quand ils sont encore des bébés, par exemple. Donc les poulets encore sont abattus de 35 jours. Un poulet, ça peut pourtant vivre jusqu'à 8 ans. Les cochons sont abattus au bout de 6 mois, alors que ce sont des animaux qui peuvent vivre entre 15 et 20 ans. Donc ils meurent précocement et de manière brutale. Les procédés de mise à mort sont vraiment pas glamour. Voilà, ça va être. Quand on se dit que on mange pas très souvent de chair animale, mais que bon, c'est difficile de refuser le beurre, les œufs, le yaourt, qu'on se dit végétarien et non pas vegan. Pour vous, est-ce que c'est un mieux ? Est-ce que c'est vraiment un mieux ? Est-ce que c'est un peu la même chose ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette partie de l'éthique ? Sur cette question, chaque personne va à son rythme. En revanche, c'est effectivement important de garder en tête que la filière œuf et la filière lait entraînent également des souffrances pour les animaux. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que leurs conditions d'élevage entraînent également des mutilations ou des souffrances, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Physiques parce qu'il y a également des mutilations dans la filière lait, on va écorner les bovins. Dans la filière œuf, on va à nouveau épointer les poules. Ça va également entraîner des souffrances psychologiques. Par exemple, les veaux sont séparés de leur mère très tôt. Pour qu'il y ait du lait, il faut savoir qu'il faut que la vache est un veau. Les veaux sont, entre guillemets, fabriqués pour faire du lait, en partie. Oui, on parle de vaches laitières, mais en fait, les vaches ne produisent pas du lait naturellement. Il faut, pour qu'il y ait une lactation, qu'il y ait d'abord une gestation. Et donc, elles sont inséminées quand elles ont 2 ans et ensuite toutes les années pour pouvoir avoir une lactation en continu. On enlève le veau une fois qu'il est né de sa mère pour garder le lait pour la consommation humaine. Donc voilà, ça c'est des souffrances physiques et psychologiques, mais il y a aussi, quand elles ne sont plus assez productives, que ce soit les poules ou les vaches, elles sont envoyées à l'abattoir. On dit qu'elles sont réformées, c'est un joli mot pour dire qu'elles sont... elles prennent une retraite à l'abattoir. Et la chose qu'on ne sait pas forcément non plus, c'est les morts annexes qui sont liées à ces filières-là, puisque les veaux dont je parlais n'ont pas vraiment d'intérêt pour l'industrie du lait. Donc ils sont envoyés à l'abattoir 6 mois après leur naissance. Et les poussins mâles, qui ne peuvent pas pondre d'œufs, a fortiori, sont gazés ou broyés à leur naissance. Et donc ça, c'est des morts annexes indirectes à ces filières. Merci Aurélia. Bon, on va essayer de... Voilà. Non, mais c'est important de le dire. Et bonne soirée. Ça recoupe une partie des questions qu'on se pose sur ces questions-là. C'est-à-dire, peut-on être un carnivore éthique ? Voilà. Souvent, il faut savoir ce qu'il y a derrière la viande. Moi, j'aimerais entendre Émilie à ce sujet. Je crois que vous avez un point commun, L214. Et vous, c'est que l'élevage intensif, c'est pas votre truc, l'idée de l'élevage intensif. Oui, non, je pense que l'élevage intensif, d'ailleurs, je parle pas d'élevage intensif, mais de production animale, c'est pas la même chose. Et, après, je suis un peu déçue parce que j'attendais les solutions que vous proposiez et puis du coup, je les ai pas entendues. Mais voilà, en fait, je sais plus ce que c'était votre question. Alors, la question, il y a 2 questions. Il y a l'élevage intensif. Est-ce que vous êtes favorable à l'idée qu'il faut manger moins de viande, mais de la meilleure viande mieux produite, par exemple ? Est-ce que ça, Oui, c'est évident. On a ces discussions-là bien confortablement dans un pays bien développé où on a tous de quoi manger matin, midi et soir, à peu près tout ce qu'on veut, parce qu'on est dans un pays riche et développé, mais ces discussions sur le véganisme, etc., dans certains pays, malheureusement, où il y a des peuples qui souffrent quand même beaucoup de la faim, voire de malnutrition, d'avoir accès quand même à soit des produits lactés, soit à des œufs, soit de la protéine animale, ça aiderait quand même certains enfants malnutris quand même à être un petit peu plus en forme. Et donc du coup, tout ça pour dire que voilà, c'est une discussion qu'on a là entre riches parce qu'on est quand même, on souffre pas de la faim nous. Et puis si jamais on se prive de quelque chose, on a toujours
au coin de la rue une pharmacie avec des compléments alimentaires qui nous aideront à avoir de la B12, de la B9 ou je ne sais pas quoi. Enfin bref. Voilà. Alors après, je pense qu'effectivement, les productions industrielles ont atteint un summum d'immondice, d'atrocité, de débilité, d'idiotie, etc. et de souffrance tant pour les hommes que pour les animaux. Maintenant, je pense que l'autre extrême de dire c'est horrible, on va plus du tout avoir d'animaux, on va plus du tout en élever, on va pas du tout en manger. C'est un extrême qui n'est pas possible non plus. Moi, j'aimerais vous entendre sur une chose. Il y a un point qu'a soulevé Aurélien un peu rapidement, mais il est intéressant pour notre débat. Est-ce qu'il est légitime pour l'humain de donner la mort ? C'est une question philosophique. Est-ce que ça vous paraît, vous, quelque chose qui participe de notre humanité, en quelque sorte, de se donner le droit, comme ça, de donner la mort à des animaux ? En tout état de cause, c'est qu'on n'a pas décidé là, en 2021, de le faire. Et que ça fait partie de la construction de nos sociétés, de ce que nous sommes là, aujourd'hui, de toute l'évolution, de la domestication des animaux, etc. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et là, c'est faire quand même un petit peu abstraction aussi de penser que vous croyez peut-être qu'il n'y a pas d'animaux qui s'octroient le droit de donner la mort à d'autres animaux dans la nature. Observer un tout petit peu plus la nature parce qu'il existe de la prédation et quand ils donnent la mort à un autre, ils disent pas tiens je m'amuse, je vais lui donner la mort. C'est juste une question de sélection naturelle. À un moment donné, ils ont des carnivores dans la nature ont besoin, un lion va avoir besoin de manger une gazelle, etc. Et il se pose pas la question s'il a le droit de vie ou de mort sur la gazelle. Il a juste les crocs et il mange. Et c'est comme ça qu'ils ont évolué, c'est comme ça que les différentes espèces ont évolué et qu'on est aujourd'hui, en 2021, sur cette planète avec cette diversité d'espèces, etc. etc. Après, décider de la mort d'autrui, etc., est-ce que c'est mauvais ou pas ? Déjà, on parle d'animaux et d'êtres humains, c'est différent. Il y a une différence importante, on n'est pas la même espèce. Et c'est quand même très important de le rappeler. Et ensuite, pouvoir prétendre se mettre à la place des animaux quand on n'est pas soi-même un animal, je pense que c'est un peu compliqué. C'est pour ça que à chaque fois qu'on dit qu'il faudrait se placer à la place des animaux pour pouvoir, en fait, c'est carrément impossible. On est un animal. Moi, j'ai eu une expérience particulière. En fait, j'étais pas éleveuse au départ. Il y a 15 ans, j'étais pas du tout éleveuse. Je travaillais dans des bureaux, etc. J'ai repris la ferme de mon père parce qu'il s'est retrouvé dans le coma du jour au lendemain. Et il y est resté 14 ans. Du coup, ça apprend des choses sur la notion de conscience, inconscience. Ça apprend des choses sur la notion de vie, de mort, etc. Et qu'effectivement, il n'y a pas de solution simple. Même pour mon père, je ne pouvais pas savoir s'il était conscient ou pas conscient de ce qu'il vivait. Donc on ne peut pas imaginer ça, plaquer ça avec un autre individu humain et encore moins sur un animal parce qu'on ne fonctionne pas comme un animal, donc on ne peut pas savoir ce qu'est la vie d'un animal. Et puis sur l'histoire de la mort, c'est aussi oublier que il y a des morts naturelles qui sont pleines de souffrance et qui sont dans la longueur et qui sont aussi pleines d'atrocités. Et qu'une mort qu'on n'aurait pas décidée ne va pas forcément être un peu plus douce et un peu plus agréable. Merci Émilie. Charles, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce débat Là, on va parler de la pêche. Les humains s'octroient le droit donc d'aller piocher dans la mer des poissons qu'ils vont manger. Ça vous fait réfléchir comment ? Je suppose que vous y êtes favorable, évidemment. Mais quel est le... de dire que je suis là pour vendre ça serait compliqué. Vous feriez un coming out intéressant là. Ça serait. Non, mais moi ça m'a jamais choqué parce que depuis que je rampe, on va dire, j'arrache des pattes à des crabes, je les ai laissés mourir dans un seau connement. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment con et donc je suis plutôt familier à ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que nous, chez Poiscaille, on donne les produits bruts de pêche. Donc les poissons sont entiers ou vidés par le pêcheur, mais on voit un animal entier. Les crustacés sont livrés vivants dans les éviers des gens, on va dire. Et je pense qu'il faut que les gens apprennent à donner la mort, parce que moi, j'ai des discours paniqués. Vous donnez les poissons vivants Non, les crustacés. Les crustacés. Les crustacés, quand les coquillages, ils sont consommés, ou en tout cas, ils arrivent chez les gens, ils sont encore vivants. On n'est pas trop sensible au fait qu'une moule baille et se referme, alors qu'un homard qui se balade dans son évier, oui. Mais c'est assez surprenant d'avoir des réactions de gens un peu horrifiés qui nous écrivent en disant qu'est-ce que c'est que ça ? En plus, j'ai une araignée de mer, une araignée c'est horrible, ça bouge et tout. Quand je la mets dans la casserole, elle se... Ou mes enfants étaient traumatisés parce qu'ils ont vu un poisson comme dans leurs livres qu'on a mangé, etc. Mais en fait, je pense que c'est plutôt bien, quoi. Ils ont découvert qu'il n'était pas carré avec du... Voilà l'étape par laquelle on passe. Moi, aujourd'hui, je suis bien content qu'il y ait des gens qui tuent le bœuf que je mange, parce que, bon, au final, je ne sais pas si j'arriverai à le faire moi-même.
Donc au final, c'est bien de se confronter à ça, de se dire ok, là en fait, on est en train de tuer un truc. Bah oui, il faut le tuer pour le manger. C'est la solution. Et en plus derrière, on éprouve du plaisir à le manger. Je pense pas qu'on en éprouve à le tuer. On essaie de le tuer le plus rapidement possible. Et donc d'arriver à capter ce qu'il y a vraiment derrière, quoi. Comme ça, la prochaine fois qu'on n'achètera pas un gros burger McDo, on se dira ouais, en fait, si ça se trouve, il a quand même été un peu défoncé ce steak à l'origine, quoi. Et après, j'ai pas mal réfléchi à tout ça quand j'étais plus jeune, mais je me suis dit bah ouais, en fait, c'est un espèce de truc instinctif. On est des animaux qui voulons accumuler des trucs. On a un impact comme n'importe quel animal, sauf que nous, on est allé un peu trop fort et un peu trop loin. Donc il y a peut-être une manière. On est conscient en fait du fait qu'on peut le faire d'une manière plus maligne. Et moi, je suis assez convaincu que, en fait, mort d'animaux, mort de végétaux, dans les deux cas, il y a de la mort, en fait. Alors, ça, on peut en parler rapidement avec Aurélia. Ouais, je considère qu'on parce tue quelque chose. Parce qu'effectivement, il faut bien manger. On est des humains, on parle des de animaux communication entre devons... les arbres, on parle du mycélium et tout ce qui s'y passe. Et alors, j'aimerais entendre Aurélia là, sur ce point. Un dernier point que je voudrais évoquer on pourra en parler après, alors, de remplacement par le végétal. Il faudra qu'on parle de ça après. Eh ben, parlons-en maintenant. Aurélia, qu'est-ce que vous... C'est une question qu'on doit vous poser souvent. Vous êtes végétarien. On sait bien qu'effectivement, depuis quelques années, notamment grâce à les livres de Peter Wohlleben, que les arbres réfléchissent, se défendent, communiquent entre eux, semblent être quand même très vivants et très sensibles. Les arbres, les plantes, etc., etc. Alors, on est bien obligé de les manger. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Parce que, oui, voilà. je vais répondre. Donc la question en substance, c'est est-ce que les plantes souffrent et donc est-ce qu'on ne fait pas que la déplacer même chose, le problème ? Exactement. La réponse à ça, en tout cas sur la souffrance des plantes, il n'y a aujourd'hui aucune étude scientifique qui ne le prouve. Au contraire, les études scientifiques là-dessus indiquent que les plantes n'ont pas de système nerveux central ou de récepteurs nociceptifs, donc n'éprouvent pas de souffrance. Néanmoins, je comprends tout à fait la légitimité de cette question. Et si c'est vraiment quelque chose que certaines personnes dans la salle, c'est vraiment une question que se posent sincèrement des gens dans la salle. Généralement, c'est un argument qui est utilisé pour discréditer l'alimentation végétale, mais il y a des personnes qui se posent cette question sincèrement. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les animaux d'élevage sont les principaux consommateurs de plantes. Pour produire 1 kg de viande, il faut environ 6 kg de végétaux. Donc finalement, pour réduire la souffrance des plantes, on arrive à la même conclusion qu'il faut réduire sa consommation de viande ou l'arrêter complètement, puisque indirectement, vous allez consommer plus de plantes en mangeant de la viande. Je voudrais aussi rebondir sur ce que Émilie Janin disait concernant les morts effectivement dans la nature. Je suis tout à fait d'accord que c'est terrible et qu'on ne peut pas agir sur toute la souffrance. Nous, notre action, c'est, en tout cas l'ouverture du dialogue qu'on propose, c'est justement sur les morts évitables dont nous sommes à l'origine. Et concernant le lion et la gazelle, et en tout cas ce qui peut se passer sur d'autres espèces, justement, nous, on peut s'interroger sur la légitimité de le faire. En France, aujourd'hui, on n'en a pas besoin pour être en bonne santé. Et si le lion mange la gazelle, pour le coup, lui, il n'a pas le choix. Nous, oui. Et je ne suis pas sûre qu'on ait envie de répliquer tout ce qui se passe dans le règne animal. Les lions, ils mangent aussi les petits des lionnes avec qui ils veulent s'accoupler. Je ne suis pas sûre qu'on ait envie forcément de répliquer ce comportement chez nous, humains. C'est le moment de laisser la parole à un jeune homme ici. J'avais une question pour Monsieur Guiriec. Donc vous critiquez l'alimentation à partir de saumon d'élevage de Norvège. Je voulais juste savoir quelle était la différence entre le saumon d'élevage normal et le saumon d'élevage bio. Alors, il y a moins de saumon dans la cage. Donc, c'est-à-dire que dans une cage comme ici, au lieu d'en mettre, 10 000, on va en mettre 5 000 par exemple. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent du saumon écossais, la semi-sauvage, où on dit oui, mais en fait il est dans une cage avec moins de bestioles autour de lui par mètre cube d'eau. Et son alimentation est de manière plus importante composée de poissons sauvages
que le saumon traditionnel, conventionnel. Voilà. Et ce qui en fait, alors pour moi, est un problème parce qu'on prend encore plus de poissons dans la nature, mais ce qui est en plus un problème éventuellement pour vous, parce que les poissons sauvages ayant des petites doses de micropolluants, si on met une plus grande proportion de poissons sauvages dans un saumon bio, en fait, on voit qu'il y a plus de polluants au final dans le saumon. Alors, c'est des petites doses, mais en tout cas, c'est quand même quasiment 2 fois plus sur des petites doses. Donc bio, mais pas forcément très sain, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Ni pour la planète, ni pour nous, a priori. Si, pour les végétaux, le soja ou tout ça qui a été mis dans l'alimentation de ce poisson-là. Et un peu moins de souffrance si on considère que quand ils ont moins d'individus autour d'eux, ils sont plus heureux. Moi, ils sont quand même malheureux. Pour moi, ils ne remontent pas une rivière tranquillement après avoir mangé des crevettes au Groenland. C'est ça. Une autre question. Merci pour l'échange. J'ai travaillé pendant 10 ans en production porcine, en élevage industriel. Maintenant, je me suis reconverti. J'ai fait tout le travail justement de déconstruction et j'adhère à Poiscaille et à la démarche de bœuf éthique. La question que je me pose maintenant, c'est pour répondre à la question, peut-on être un carnivore éthique? La question financière. Je me suis reconverti, je suis éducateur spécialisé, j'accompagne des personnes qui ont peu de moyens. Et souvent, ce qu'on me renvoie, c'est que, pour citer une marque, Lidl, c'est beaucoup moins cher. Et du coup, on renvoie tout sur l'économique. Alors pour des gens qui n'ont pas de moyens, mais aussi des gens qui ont des moyens, mais qui c'est pas leur priorité, la nourriture. Donc, comment on pourrait arriver à décaler pour aller vers plus de démarches éthiques, que ça soit même vers le végétarisme, quoi. Voilà. Parce qu'on suppose, Émilie, je pense que c'est vous qui pouvez répondre, que votre bœuf éthique, il est un poil plus cher que le bœuf pas éthique. Ouais. Oui, comme les solutions véganes alternatives à la viande, qui sont en général très très chères aussi au kilo. Le problème, c'est que quand le gouvernement n'agit pas, enfin nos gouvernements n'agissent pas, on a été obligé, toi comme moi, de prendre des initiatives individuelles pour essayer de faire changer les choses. Effectivement, on les fait à la toute petite échelle qu'on représente, c'est-à-dire pas grand-chose. Et c'est pas assez pour effectivement rendre ceci accessible au plus grand nombre. Alors j'ai aussi une autre casquette qui est de militante à la Confédération paysanne. C'était le syndicat de José Bové par exemple. Et donc là, je reprends mon autre casquette parce qu'il y a un levier incroyable et formidable qu'on détient, c'est que l'alimentation, elle est produite par notre agriculture et que l'agriculture, c'est la seule politique commune qui existe à l'échelle de l'Europe. Alors, elle représente énormément de problèmes à elle toute seule, parce que c'est notamment elle qui a incité notamment l'industrialisation des productions animales, etc., etc. Mais elle a un levier aussi incroyable. Alors, je sais qu'à titre individuel, on se sent tous assez dépossédés de notre... on a tous l'impression que notre bulletin de vote ne vaut pas grand-chose, mais il y a quand même un pouvoir politique qui est là et qui pourrait agir sur la politique agricole commune. Parce que finalement, en tant que contribuables, vous êtes tous les financeurs de cette politique agricole commune et que cette politique agricole commune qui coûte à peu près 9 milliards d'euros, au lieu de financer des poulets industriels de chez Duc, de LDC et compagnie, il pourrait très bien financer une agriculture plus paysanne, plus petite, à plus petite échelle, favoriser des systèmes où en fait on gaspille moins. Et l'exemple même de Lidl, en fait, par exemple, c'est un exemple parfait parce qu'il se trouve que c'est un distributeur en France, mais qui bénéficie d'une fiscalité étrangère, comme Amazon d'ailleurs, et qui du coup arrive ici et défonce tous les prix par le bas. Alors, effectivement, pour les consommateurs qui ont peu de moyens, c'est super, c'est une opportunité incroyable, mais enfin, c'est juste des gens qui viennent choper et faire un business ici en France, sans jouer avec les mêmes règles du jeu que tous les autres, et y compris tous ceux qui passent à leur caisse à eux, vont payer de la TVA à 20%. Donc voilà, il y a ce levier auquel il faut penser très souvent. On a les présidentielles l'année prochaine. Alors, on va avoir plein de candidats, un peu beaucoup trop, peut-être. Mais en tout cas, l'enjeu de l'alimentation, c'est un enjeu hyper important parce que ça influence notre santé, notre environnement et bien sûr le plaisir qu'on va prendre dans nos assiettes ou pas, quoi. Merci, Émilie. Allez-y, chat. Nous, oui, effectivement, aujourd'hui, ça coûte 20 € un casier Poiscaille. Si on en prend chaque semaine, c'est plutôt un truc de beau bio, moi j'appelle ça... que de classe populaire, quoi. Parce que le surimi ou le saumon norvégien, ça coûte 5 balles, 3 balles. Enfin, c'est des prix complètement délirants.
nous, on rêve un jour de pouvoir faire des casiers à 20 et des casiers à 10 pour dire, bon, ok, dans ces casiers-là, il y aura peut-être jamais du homard ou du thon rouge de ligne qu'on paye aux pêcheurs trop cher pour pouvoir les mettre dedans, mais on pourra avoir des poissons moins connus, moins aimés, ou qu'on paiera volontairement moins cher pour inciter les gens à moins les pêcher, histoire que on répartisse l'effort de pêche. Donc ça peut se faire, et puis surtout, je pense que avec des moyens limités, c'est peut-être réduire une conso, ce qui irait peut-être plutôt dans ton sens, de dire on en mange moins souvent, mais par contre on la paye peut-être un peu plus cher, ou déjà on en mange moins souvent. Moins mais mieux, si possible. Il y a une dame au fond qui lève la main depuis tout à l'heure. Je voulais dire que je pense que tout ça, c'est aujourd'hui en mutation, c'est aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui, mais il faudrait qu'on se projette dans le futur. Et imaginez que peut-être dans le futur, on n'aura pas besoin de ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Et il faut vraiment y penser. Et pas seulement y penser, mais il faut aussi travailler là-dessus. Il y a des gens qui font de la recherche là-dessus. Vous voulez parler de la viande cellulaire, c'est ça dont vous parlez, madame ? Je parle de ça et d'autres choses, oui, dans la même direction. Mais pensez que tout ça, c'est du temporaire. Que tout ce qu'on fait, de toute façon, c'est du temporaire. C'est pareil pour tout ce qui est écologie. Dans 20 ans, dans 30 ans, ce sera désuet et il faudra passer à autre chose, mais il faut commencer maintenant à passer à autre chose. Merci madame. Il y a, pour information, dans le premier numéro d'En Mutation, il y a une longue enquête de Dominique Nora sur la viande cellulaire. Donc justement, où est-ce qu'on en est ? Charles, allez-y. Oui, pour parler de ces protéines artificielles, on va dire. Nous, on a goûté du faux thon qui venait des États-Unis. Franchement, je ne suis pas du tout d'accord au niveau qualité, plaisir. Oui, pour se dire dans un sandwich de gare en alternative. Peut-être se dire que c'est le début, que c'est pas encore tout à fait mieux que au de point. manger un thon pêché dans des conditions horribles dans l'océan Indien, etc. Mais au niveau plaisir gustatif, on est pour moi aujourd'hui pas au niveau. Et un truc, voilà, c'est là je vais pouvoir placer ma réflexion. Cette envie de tout végétal, c'est marrant. Moi, j'entendais donc Didier Gasquel, qui est un chercheur en halieutique, donc qui est cette science de la gestion des ressources aquatiques, qui a écrit un très beau livre que je vous invite à lire, qui s'appelle « Pour une révolution dans la mer ». Justement, dans ce débat il faudrait arrêter de manger les poissons et les laisser tranquilles. Si on prend cette mesure de manière très radicale, lui, son inquiétude, c'était de dire on va amener pas mal de déforestation. Donc il va falloir produire plus de végétal, donc cultiver plus. Parce que remplacer le poisson par du végétal, ça exige de cultiver. De cultiver pas mal. Et sa crainte, qui est déjà constatée dans certaines études, c'est qu'en fait, cette déforestation entraîne du ruissellement. Donc en gros, il y a un peu de terre qui coule dans la pluie et qui finit par arriver dans la mer et qui rend l'eau plus turbide. C'est-à-dire qu'en gros, il y a moins de lumière qui passe à travers l'eau pour que les algues et le plancton se développent. Et la crainte à ce moment-là, c'est de dire ouais, cool, on va faire tous manger du soja, sauf qu'au final, on va rendre les océans beaucoup plus turbides qu'ils le sont aujourd'hui, et on voit déjà des effets négatifs. Et le risque, c'est qu'en fait, plein d'écosystèmes en bord de mer, donc entre 0 et 20 mètres de fond, disparaissent, parce que plus assez de lumière, donc pas assez de plancton, pas assez de photosynthèse, pas assez de chaîne alimentaire. Et donc, bye bye le mythe de dire on va aller nager avec les dauphins en sortant du boulot le soir quand on habite à Marseille. Non, en fait, il n'y aura plus rien, ce sera un truc tout gris parce qu'on aura du soja partout. Une précision sur le soja. On pense souvent que la déforestation liée au soja, c'est pour les besoins des humains. Ce n'est pas le cas. La majeure partie du soja qu'on importe, c'est pour nourrir les animaux d'élevage. Donc les principaux consommateurs de soja, ce sont les animaux d'élevage. Et la déforestation, donc Greenpeace qui avait sorti un rapport, 63% de la déforestation en Amazonie est à cause de l'élevage. Voilà, donc juste une précision. Alors là, Charles imaginait qu'on devenait tous végétariens. Là, on devenait tous végétariens. On était dans le scénario à 20 ans imaginé par madame. Peut-être alors des questions ici, les micros. Oui, bonsoir. Moi, je voulais juste apporter un témoignage. Je suis jeune apprenti boucher, enfin plutôt apprenti et pas trop jeune parce que j'ai quand même pas mal de cheveux blancs. Je suis en reconversion. J'ai intégré l'École nationale de la boucherie au printemps et une très belle maison près de République qui s'appelle Viande et Chef, dont la spécificité est de travailler les bêtes. On travaille des carcasses entières. C'est important parce que chez Viande et Chef, on a l'ambition modeste, mais en tout cas l'ambition
de renouer avec un métier de boucher tel qu'il s'est longtemps pratiqué et puis qu'on a perdu de vue. Pour résumer un peu les choses, aujourd'hui à Paris, 80-90% des bouchers travaillent avec du rachat, c'est-à-dire qu'on va à Rungis, on achète des bêtes en partie parce que les gens veulent de l'onglet, veulent de la hampe, veulent du rumsteak et uniquement ces pièces bouchères. Nous, on essaye de les mener vers des pièces bouchères qui sont peut-être moins nobles. Et ça me paraît important parce que on a l'impression que comme ça, le consommateur peut être un vrai partenaire, justement pour imposer justement un respect, un triple respect à la fois des éleveurs, des bêtes et également de l'environnement. Vous parliez de soja. Lorsqu'on vient chez Viande et Chef, on a l'assurance d'acheter une viande qui n'aura mangé que de l'herbe et uniquement de l'herbe. Ça paraît bête de le dire aujourd'hui, mais voilà, c'est une réalité. Donc pas d'OGM, pas de soja. Je parle de ce concept de la carcasse, de la queue à la tête. C'est important parce que la relation qu'on a avec les éleveurs avec lesquels on travaille, elle est hyper... c'est ténu, quoi. C'est très proche. Nos éleveurs, on leur donne quelque chose qui est hyper précieux aujourd'hui, on leur donne du temps. Par exemple, un porc qui vient du Pays Basque, le porc Quintoa. Ce porc, il est formidable parce qu'il développe un gras très important, mais ce gras, il a des propriétés, il est riche en oméga 3, en oméga 6. Donc non seulement vous flattez le palais, mais en plus, vous faites du bien à la santé. On tape beaucoup sur le gras aujourd'hui. C'est une réalité, ce gras, il est bon pour la santé, c'est prouvé scientifiquement. Je dis tout ça parce que nos éleveurs, vous parliez de vaches de réforme, madame, tout à l'heure, avec cette image en effet hyper péjorative de bêtes de réforme qui sont complètement épuisées, qui arrivent exténuées sur les rotules. Nous, justement, dans ces élevages, je parle par exemple de quelqu'un comme Thierry Chouteau dans le Choletais, ces bêtes, on leur a donné du temps, elles ont eu le temps de transmettre leur patrimoine génétique, elles ont pu produire du lait, elles ont eu des veaux. Et résultat, ça donne une bête et une viande exceptionnelle. Et on sait que lorsque les gens viennent chez nous, on fait un petit peu plus que leur vendre de la viande. Évidemment, ça a un coût parce que tous ces éleveurs, ils sont investis au jour le jour, ils se tuent à la tâche et vraiment pour réussir à sortir des bêtes exceptionnelles. Encore récemment, on a eu une bête, une Normande qui avait 12 ans d'âge. Thierry Chouteau, c'était la première bête qu'il avait eue dans son élevage, quoi. Il a appelé Simon Bricard, qui est le patron aujourd'hui de Viande et Chef, et il a dit « Je sais que chez toi, ma bête, quoi, elle sera bien vendue, quoi. » C'est essentiel parce que forcément, ça a un coût, évidemment, on le disait. Mais je rejoins ce que vous disiez. Vous êtes fier de votre travail. Ouais, parce que voilà, moi j'ai fait 20 ans de journalisme et mon Dieu, un autre genre de boucherie, effectivement. Ouais, exactement. Et j'ai traqué la fake news et maintenant je crois que je peux traquer la malbouffe aussi, quoi. Et en tout on essaie de bien traiter les bêtes aussi dans le journalisme. On fait ce qu'on peut, mais allez-y, Charles, peut-être répondez. Ouais. Un complément à ce que vous disiez sur le poisson. Il faut savoir aujourd'hui que quand on achète pour faire un filet de poisson, on perd la moitié du poids entier, quoi. Donc c'est-à-dire quand vous achetez 500 grammes de filet, c'était un poisson d'1 kilo. Alors que c'est trop bête parce qu'en fait, vous aurez beau être le meilleur fileteur japonais, etc. Entre les arêtes, il reste toujours de la chair. Derrière la tête, il reste toujours de la chair. On parlait de prix. C'est impressionnant. Nous, chez Poiscaille, quand on a eu donné des filets à un moment, on a arrêté parce que les gens nous engueulaient en disant mais en 3 bouchées, c'est mangé. Et quand on donne ce même poisson entier, ils nous disent mais on fait 2 repas dans la semaine, quoi. Donc en fait, pour être un carnivore éthique, je pense que les animaux qu'on tue, il faut qu'on en exploite le maximum et qu'on jette le minimum, quoi. Donc sur le poisson, vous prenez vos carcasses de crustacés, vous en faites une soupe et vous en ferez quelque chose. Enfin, il y a énormément de choses à valoriser. On a trop tendance à prendre des trucs pratiques et donc acheter des poissons entiers, des coquillages vivants, récupérer vos barbes de coquilles Saint-Jacques au lieu de les jeter. Il y a plein à manger dedans. Et ça aide sur beaucoup de points. La dernière question, car nous sommes tenus par le temps. Je regarde l'horloge. Oui, merci. Bonsoir. C'était pas vraiment une question, mais c'était plus une réaction aux différentes interrogations qu'il y a eu. C'est aussi pour le côté financier. En fait, l'alimentation végétarienne ou plus végétale, c'est pas forcément que les steaks de soja ou les trucs industriels. C'est même majoritairement pas ça, en fait. C'est aussi apprendre à modifier la façon dont on mange et pas juste remplacer un steak par un steak industriel, autre, soja ou ce que vous voulez comme ingrédient. Et ça peut être remplacer un plat à base de
à base de viande par des légumineuses. Et ça permet aussi de soutenir les agriculteurs français et des filières françaises qui sont en train d'essayer de se reconstruire. Donc ça peut tout à fait s'allier avec un budget très serré. Moi-même, j'ai commencé plutôt à végétaliser mon alimentation quand j'étais étudiante. Et en fait, au lieu d'acheter des paquets de beefsteak achetés surgelés par 10, j'ai commencé à acheter des lentilles. C'était vraiment plus intéressant économiquement. Et en fait, ces solutions que vous proposez, elles sont hyper intéressantes. Le truc pour l'instant, c'est que en fait, c'est pas du tout la majorité de ce que les gens consomment, et oui, pour des raisons économiques, mais aussi parce que les filières n'existent pas. Et quelque part, il y a un hybride à trouver en fait entre les deux, qui est de manger moins mais mieux. Mais du coup, ça passe aussi par manger moins, mais vraiment beaucoup moins, parce qu'en fait, on se rend pas compte tout ce qui est servi dans les cantines, tout ce qui est servi dans les restaurants. En fait, il y a vraiment de la viande de très mauvaise qualité qui sort des élevages industriels, et c'est majoritairement ça qu'on consomme. Donc quand on peut s'offrir un bout de viande de chez le boucher qui est de très bonne qualité, ou un panier poiscaille, c'est super, sauf qu'en fait 90% du temps, et peut-être encore plus de pourcentage de gens ne le font pas, et en fait il est là le problème. Merci. Alors vraiment une dernière question. Bonjour, j'ai une question viande et une question poisson. La question poisson, Charles, vous m'excuserez si vous avez déjà plus ou moins répondu. Est-ce que vous faites la promotion des poissons moins connus, plus moches, moins chers, tout aussi bons, peu demandés? On a beaucoup entendu parler du chinchard. Carrément, j'ai parlé du chinchard, mais mulet, vieille, taco, oblade, orphi. Nous, en gros, tout ce que les pêcheurs attrapent, il n'y a rien qui est jeté. Et qu'on ne sait pas écrire. On ne prend on prend tout. On leur dit, on prend, si on a 2000 abonnés demain à servir, 2000 poissons pour remplir ses casiers. Que ce soit de la sardine ou du homard, ou un truc que vous n'avez jamais mangé, une bogue ou une saupe où vous tapez sur Internet, c'est toxique et ça fait faire des tripes. Eh ben, on n'a toujours pas fait de tripes et on en a mangé et tout va bien. La question viande, c'est quand un Indien ou un Chinois vient nous voir et nous dire « Écoutez, vous, ça fait 100 ans que vous bouffez de la viande midi et soir, en pensant que c'est bon, que ça fait des beaux enfants, que c'est indispensable. Et maintenant que vous freinez un peu, vous venez nous faire la leçon en disant « Vous avez qu'à faire comme nous et ne manger de la viande que 2 fois par semaine. » Alors qu'est-ce qu'on leur répond à ceux qui ont passé 100 ans à ne pas bouffer de viande? Je suis d'accord que y a un côté très colonialiste finalement de dire voilà, nous on a profité, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il faut dépasser ça et qu'on est face à un problème mondial qui impacte tout le monde, et que majoritairement les pays occidentaux, qui sont les plus gros consommateurs de viande, doivent prendre leurs responsabilités. Ce sont aussi eux qui peuvent complètement manger majoritairement végétal. Voilà, prennent leurs responsabilités et réduisent drastiquement leur consommation de viande. En fait, après, il y a aussi cette question que demain, la démographie, on va être 9 milliards en 2050, je crois. Si effectivement cette demande de viande continue à croître, on va de toute façon devoir se tourner vers les alternatives végétales, ou quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, la viande cellulaire. Et c'est des alternatives qui sont effectivement, en tout cas pour la viande cellulaire, intéressantes pour les personnes qui souhaiteraient continuer à manger de la viande. Après, c'est un discours qu'on entend, mais qui a été préparé il y a quelques années en avance, il y a une quinzaine d'années, etc., par des gens qui justement voulaient nous préparer nos esprits à accueillir plus favorablement des solutions de viande cellulaire, parce que ça aurait été génial, parce que du coup on n'enlève pas la vie à un animal, parce que c'est beaucoup moins polluant, soi-disant, etc. Enfin, bref. Ce qui est critiquable dans tout ce discours culpabilisant, etc., des associations lanceurs d'alerte, y compris comme L214, c'est de faire porter la responsabilité sur les mangeurs de choix que vous ne pouvez pas faire, c'est-à-dire les choix géopolitiques à l'échelle mondiale, des échanges mondiaux, des accords de l'OMC, des accords de libre-échange qui sont conclus et qui fait que on va exporter du poulet français en Afrique, qu'on va importer du poulet du Brésil, qu'on va importer des viandes aussi, du Mercosur, du CETA, etc. Là-dessus, vous, en tant que... Enfin, vous et nous, moi je suis aussi dedans, en tant que consommateur, on n'a pas vraiment de prise. Et ce n'est pas juste en allant faire notre acte d'achat qu'on va avoir une influence sur ces trucs
qui sont signés, qui sont actés et qui sont écrits dans le marbre et qui sont politiques. Donc il y a quand même un champ politique qu'il ne faut pas nier et qui existe. Il y a quand même effectivement l'enjeu du quid de tous ces pays qui sont en voie de développement, qui souffrent, où il y a certains endroits où ça souffre encore beaucoup de malnutrition. Et effectivement, nous, dans certains pays développés comme la France, on est à 84 kilos de viande consommée par an et par personne. Là-bas, ils ne sont pas du tout à ça, ils sont à une vingtaine. Et donc, de quel droit on pourrait se dire non, vous développez pas, n'en mangez pas plus, etc. Le fait est que, effectivement, l'industrialisation, elle n'est pas bonne. Et la FAO elle-même, elle pointe du doigt le fait qu'on n'a jamais eu une agriculture aussi productive à l'échelle mondiale, dans les pays les plus développés, etc. Et en même temps, les plus grands gaspillages alimentaires à l'échelle mondiale aussi, et le plus grand nombre de personnes qui souffrent de la faim. Donc il y a des grands déséquilibres qui existent. Je ne suis pas sûre que la solution de passer au végétal permette d'aller mieux dans ce sens-là, de lutter contre la faim dans le monde, etc. Et c'est surtout occulter quelque chose d'un point de vue agroécologique de base, c'est qu'à un moment donné, pour produire des végétaux, la terre, elle a besoin d'être nourrie. Et elle a besoin d'être nourrie d'une façon assez complexe. Et il ne suffit pas d'apporter des amendements chimiques, des pesticides, etc., pour que ça pousse bien et pour que ça nous nourrisse en pleine forme. Non, elle a besoin d'apports organiques. Quand vous faites un peu de maraîchage, etc., ou vous allez dans la campagne, vous apercevrez qu'on a besoin d'un compost, qu'on a besoin... Enfin voilà, les poules avaient un rôle à jouer dans le compost, etc. Et donc du coup, en fait, le monde animal et le monde végétal est intimement lié. Dans le sol, il y a plein de végétaux. Quand on cultive des pommes de terre, on va lutter contre les dorifores. Quand on va cultiver aussi tel autre type de végétaux, les astices du chou, par exemple, c'est assez quand même embêtant parce qu'elles mangent tout notre chou avant qu'il ait atteint la taille adéquate pour le récolter dans notre jardin. Donc, en fait, quand on cultive et qu'on a les mains dans la terre aussi pour cultiver du végétal, on s'aperçoit qu'il y a un lien avec l'animal qui est tout le temps là et qu'il y a des associations qui est tout le temps là et qu'on ne pourra pas faire la distinction pure et simple de dire le monde végétal c'est parfait et on n'aura pas besoin d'animaux pour le faire vivre. Non, en fait, on a besoin d'une alchimie tout le temps entre les deux. C'est très 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 complexe et effectivement, il y a des recherches qui sont en cours, mais voilà. Je pense que la voie du milieu, ça va être d'être un peu plus raisonnable et de revenir au bon sens paysan dans certains endroits, parce qu'effectivement, il y avait ce mix et il y avait ce rapport à la terre. Et la première source de souveraineté alimentaire, qui est un terme qui est devenu très, très à la mode maintenant, la souveraineté alimentaire des peuples, au départ, c'était de pouvoir cultiver dans leur bout de jardin, d'avoir 3 poules, etc., et de pouvoir produire eux-mêmes l'alimentation qui allait répondre et subvenir à leurs besoins. Je vais juste répondre sur le lien entre les associations animalistes et la viande de culture. On a commencé à défendre les animaux bien avant qu'il y ait la viande de culture, enfin qu'il y ait cette question-là. Je vous rejoins en revanche sur un point, c'est effectivement qu'on responsabilise trop les individus, on place trop les solutions sur les individus, alors qu'on sait qu'aujourd'hui c'est aussi c'est 25% de notre impact les individus, et qu'il faut vraiment passer plus sur les collectivités pour trouver des solutions, et qu'effectivement la voie politique est intéressante. Côté L214, on a un site qui s'appelle Politique et Animaux, qui recense les prises de position des politiques, des élus, des candidats sur les questions animales, sur diverses questions animales. Et effectivement, je vous encourage à l'approche là ça va être des présidentielles, mais c'est aussi du coup sur les régionales ou les municipales. Si la question animale vous intéresse, de regarder quelles sont les prises de position dans vos régions. Et effectivement, ce qu'on demande, ça va être des politiques ambitieuses. Et par rapport à ce que vous disiez au niveau géopolitique, il ne faut pas oublier que les décisions qu'on prend en France, ou en tout cas en Europe, ont aussi des impacts à l'autre bout de la planète. On parle souvent de la préservation des territoires en France, etc., en oubliant que on déforeste de l'autre côté, donc finalement on déplace le problème dans une autre région du monde. Oui, allez-y. Je me permets de poser une question et peut-être proposer un contre-champ, un contre-éclairage qui résoudra peut-être un peu, qui résoudra peut-être pas du tout. Ici, on est à la recyclerie. La recyclerie, c'est un espace qui est lié à la transition écologique. La question de l'éthique, c'est pas une question qu'on évoque très souvent, parce que c'est une question par nature clivante. Chacun a son éthique, chacun la revendique, et chacune, excusez-moi.
Et globalement, on trouve peu de solutions lorsqu'on envisage un sujet sous la question éthique. Alors je vous propose de proposer un contre-champ en évoquant la question qui est la nôtre ici, c'est la question écologique, en posant des questions sur est-ce qu'on peut trouver un consensus autour de ces sujets-là quand on prend non pas l'angle individuel, on l'a dit, l'angle individuel il est souvent source de conflits et de faillites parce qu'on n'arrive pas à trouver les solutions, mais plutôt l'angle écologique, qui est plutôt l'angle du coup écosystémique, qui s'intéresse au champ plus large de ces sujets-là. Et pour cela, je vous propose de réfléchir, de questionner 2 sujets qui ont beaucoup été invoqués ce soir, dans des questions qui étaient un petit peu liées à non seulement ce qu'on fait, parce que rappelons-le, c'est une petite tique amicale, mais on a quand même sur ce panel 2 personnes qui vivent d'un carnivore éthique, donc qui forcément sont très amenés à le défendre, ce qui fait un biais sur ce panel, et donc l'idée c'est aussi de le soulever. Il y a une question qu'on peut soulever et qui est liée à des discours qu'on a entendus ici, c'est non seulement c'est éthique, mais en plus c'est nécessaire de faire ce qu'on fait. C'est ce que j'ai en tout cas cru comprendre d'Émilie et de Charles, et j'aurais voulu proposer une déconstruction de ces sujets sur la question de l'éthique. C'est assez intéressant parce que souvent l'argument éthique est lié à quelques biais qu'on observe, alors plutôt au niveau de l'abattage, mais alors du coup on ne parle pas du reste de l'élevage, ou alors si on en parle, on essaie de plutôt parler de moindre mal. La question éthique, elle peut se poser sous l'angle écologique. On a une catastrophe climatique qui arrive devant nous, on sait que la source principale des catastrophes climatiques, si on parle en termes de pourcentage, ou en tout cas l'une des sources contre lesquelles on pourrait agir le plus rapidement, c'est la consommation de viande, et pas que la viande en termes intensifs, puisqu'on sait aussi que là où la viande intensive provoque des émanations de CO2, la viande extensive provoque plutôt des émanations de méthane. Donc il y a un sujet sur le réchauffement global qui est lié à la consommation de viande. Donc peut-être que si on s'extrait des questions éthiques, peut-être qu'on peut rentrer dans la question pragmatique, de dire bon, peut-être qu'on ne trouvera jamais d'accord sur la question éthique, mais peut-être qu'on a des urgences à régler qui nous forceront à prendre des décisions. En termes d'éthique, toujours, évidemment, la question a été soulevée, c'était comment est-ce qu'on apporte des solutions pour le plus grand nombre en même temps, sans créer des hiérarchies sociales et des consommations alimentaires qui deviendraient aristocratiques. Et puis enfin, sur la question de la nécessité, c'est assez intéressant parce qu'on a entendu l'idée que si on s'arrêtait de manger de la viande, du coup, on allait plus déforester en Amazonie ou ce genre de choses. Effectivement, on voit qu'en fait, c'est pas vraiment corrélé, puisque finalement, la déforestation en Amazonie, la production de soja, elle n'est pas liée au tofu que certaines et certains biobos pourraient manger dans les biocopes. Donc effectivement, ces choses-là, elles sont produites chez nous. Une agriculture bio-végétalienne, ça existe. L'agriculture de conservation des sols, l'agriculture de semi-direct sous couvert préconise certaines méthodologies qui visent à réduire les amendements. J'ajoute que il y a des sujets assez fortement axés sur justement l'agriculture biologique qui pourraient bénéficier aussi d'une alimentation plus végétalienne, parce que pour rappel, pour amender ces sols en azote en agriculture biologique, on a besoin de mettre plusieurs années dans sa rotation de légumineuses. Il faut donc trouver un marché pour ces légumineuses, et on sait que les humains pourraient trouver des protéines là-dedans. Il y a des territoires aussi qui sont peu cultivables, et je suis très d'accord avec vous, Émilie, quand vous dites qu'il y a des territoires peu cultivables, mais encore une fois, si on se pose la question d'un point de vue écologique, on sait qu'il y a d'autres façons de valoriser ces territoires, soit en faisant des réserves de biodiversité, parce que l'idée c'est aussi de faire monter les prairies à fleurs, soit en proposant d'autres types de cultures qui pourraient se plaire sur ces endroits-là, et notamment des cultures arboricoles. On sait que les noyers, par exemple, produisent de la protéine, et que des noyers pourraient se plaire sur des endroits où on ne peut pas cultiver de blé. Bref, il y a plein de façons, si on se pose la question d'un point de vue écologique, je pense, de résoudre ces problèmes qui sont clivants si on les aborde uniquement de manière éthique. Merci beaucoup. Nous avons terminé cette soirée. Je crois que nous sommes à l'heure, à moins qu'Émilie veut avoir le dernier mot. Ouais, je vais te obligé de répondre. Je crois que Charles va avoir court. répondre aussi. C'est juste que ces réponses-là, elles sont un peu trop... Désolée, mais un peu trop déconnectée de la réalité. C'est que sur mes terres à moi, je t'invite, mais viens là au printemps, tu vas voir comment ça fait pour aller sur mes terres à moi, mais mes voisins aussi qui sont en Auvergne ou en montagne, etc., pour mettre autre chose que de l'herbe et dire des prairies à fleurs. Mais nos prairies, en fait, il y a des fleurs dedans parce que les vaches, elles les laissent pousser, les fleurs. Elles ne les mangent pas toutes avant qu'elles arrivent à floraison. Et dans le foin qu'on récolte, il y a des fleurs aussi. Et si on mettait des noyers ou des autres arbres, etc., déjà, ça ne pourrait pas marcher parce qu'il y a une notion de terre. La terre, elle n'est pas égale chez moi et chez mon voisin qui est à 30 km chez moi. Il y a trop d'argile et il y a certaines plantes qui n'aiment pas l'argile et qui ne pousseraient pas. Et donc, à un moment donné, il y a des terres qui ont une vocation effectivement d'élevage et il est trop facile de dire de loin... Il suffirait d'enlever l'élevage et on pourrait en faire autre chose.
Moi, je vous mets vraiment... moi, personnellement, j'ai à peu près 100 hectares. Mais venez, je vous les file. Et puis, venez voir ce que vous allez faire planter autre chose. Mais chiches. Mais j'en ai fait plein des chiches comme ça. Je les ai jamais vus venir. Mais venez, parce que franchement, il y en a un qui est arrivé la dernière fois, c'était un ingénieur agronome. Et du coup, il construit des roulottes. Il est à la ferme. Il a essayé de faire un potager. Il a fait 2000 m² la première année. Et maintenant, il fait 100 m² parce qu'en fait, on a des terres qui sont propres à faire pousser de l'herbe, certes, mais les carottes ne poussent pas, les patates ne poussent pas, les salades, c'est compliqué, etc. Oui, moi aussi, j'en vis, en tout cas. Mais en même temps, je préfère ce qu'on fait ou ce qu'on encourage. Et si tous les pêcheurs poiscailles allaient remplacer les gros chalutiers, nous, c'est un peu le rêve avec poiscaille, c'est de dire un jour, on aura une surface financière suffisante pour dire le gros chalut là, oui, on le rachète, on le casse, puis on met des petits bateaux, alors ils sont tout mignons machin, mais quand on ira à Cancale, on n'ira pas juste faire du kitesurf, on pourra acheter un chinchard fraîchement pêché à la ligne. Donc c'est déjà mieux que l'état existant, et si on arrive à être suffisamment gros, ce sera bien mieux, parce que comme tu le dis, et c'est ce que disaient les scientifiques, le changement climatique va avoir un effet dévastateur sur l'état des stocks, et on cherche des optimums de gestion. On va pas rentrer dans ces détails là, mais les scientifiques tendent à dire qu'il faudrait aller beaucoup plus loin que ces optimums. Et en mangeant moins de poissons et en le payant plus cher, on espère y arriver plus vite. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, c'est ce qu'on croit faire. Merci Émilie, merci Charles, merci Aurélia. Merci à tous d'avoir été là ce soir et d'avoir posé les débats de manière calme, sereine et étayée. Et merci à la Recyclerie de nous avoir accueillis. Merci pour votre écoute. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou, encore mieux, venir échanger avec nous à la Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt.